C'est une folie. Les matchs du Barça cette saison, c'est complètement surréaliste. Le match à Benfica où ils reviennent à 3-1 et gagnent 5-4. Le match récemment face à l'Atlético où ils sont menés 2-0, ils reviennent et gagnent 3-2. Ce soir, ils sont menés 3-1. Tu te dis que c'est bon, ils sont fatigués, ils sont cuits. Ils gagnent 4-3. On va débriefer ce match. Il y a beaucoup de matchs cette saison du Barça où tu sens que c'est une équipe qui a de la personnalité. C'est ça, l'un des points forts de Flick avec le Barça, c'est cette personnalité. Parce que aujourd'hui, quand on les prend physiquement, ils sont pas au top. Individuellement, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas vraiment au top aussi. Donc, le Celta, c'est l'une des meilleures équipes dans la phase de retour en Liga. Le Celta, c'est une équipe extrêmement puissante et on l'a vu aussi ce soir. Donc, on s'attendait à ce que ça soit dur et l'enchaînement des matchs aussi pour le Barça a fait que, moi, je me dis, ils vont perdre aujourd'hui. Moi, je me disais ça. Le Barça allait perdre soit aujourd'hui, je les vois pas perdre face à Mallorca. Et là, on pense qu'ils peuvent perdre face à Mallorca. Mais je pense que c'est une victoire qui change beaucoup de choses. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de liker au maximum le débrief. On va bien sûr débriefer demain le grand match de Liga qui est le Real Madrid qui reçoit l'Athletic Bilbao. Quelle sera la réaction des merengues après l'élimination en Champions League? Début du match, on va parler maintenant du match et du fait que le Barça a fait des changements. Lamine Yamal sur le banc, on fait jouer Ferran Torres à la place de Rafinha et Rafinha prend la place de Lamine Yamal. Au milieu de terrain, pas de changement. Il y a Firmin qui est toujours au milieu offensif derrière Lewandowski. Et derrière, il n'y a aucun changement aussi. Gérard Martin, Koundé. Le retour de Martinez avec Pau Cubarsí. Chesney aussi dans les buts. Face à ça, on a une équipe du Celta avec un 3-4-3, mais plutôt avec un 3-5-2. Aujourd'hui, le rôle qui était initialement prévu par le Barça, c'était justement que Frenkie de Jong et Pedri pressent les deux attaquants. Les premiers deux attaquants, c'est Frenkie et c'est Pedri qui doivent les presser pour justement permettre au Barça de récupérer rapidement le ballon. Ça n'a pas vraiment bien fonctionné au début du match, mais c'était pas ça l'erreur. Parce que dès le début du match, le Barça marque avec Ferran Torres un joli but qui vient et un but individuel qui s'intercale entre les deux lignes de 4 du Celta Vigo et qui marque ce but. Et puis derrière, il y a l'erreur qui permet au Celta d'égaliser et c'est une erreur qui est commise 3 fois. Ce qui est surprenant, c'est que Iglesias il marque un triplé. C'est pas le seul joueur qui marque un triplé cette saison face au Barça. Il y a lui, il y a quelques jours avec le Borussia Dortmund, c'est Guirassy qui met un triplé. Il y a Pavlidis avec Benfica qui met un triplé en Ligue des Champions lors du match 5-4. Mais ce triplé de Guirassy ce triplé de Iglesias, il est pour moi un triplé donné par le Barça. Parce que le premier but, c'est la faute de Chesney qui ne calcule pas bien la trajectoire du ballon et qui sort en retard et le ballon il est bien donné pour Iglesias alors qu'il peut ne pas sortir et Cubarsí essaie de fermer l'angle. Et puis le deuxième but, une erreur fatale de Jong, un manque d'impact. Et le troisième but, on l'oublie complètement. Je pense que c'est une erreur de placement des défenseurs du Barça qui oublient complètement Moi, après, on aura le temps d'analyser les demi-finales de Ligue des Champions par l'Inter. Moi, je mets l'Inter favori face au Barça. Pour moi, je mets l'Inter favori face au Barça. Parce que l'Inter a certainement cette capacité à jouer en transition rapide et à profiter de ses espaces. Et ça, c'est autre chose. Et là, 3-1, physiquement, on sentait les Barcelonais un petit peu pris. Je me suis dit, ils n'allaient pas y revenir. C'était terminé. Et tu as les deux changements qui changent beaucoup de choses. La rentrée de Lamine Yamal, qui est extrêmement importante, et la rentrée de Dani Olmo, qui est un joueur exceptionnel, Dani Olmo. La sortie de Fermin Lopez, moi, je n'aurais pas sorti Fermin Lopez, ni Ferran. Je pense que le joueur qui doit sortir au Barça, c'est Lewandowski. Je l'ai souvent répété, quand le Barça gagne, ou même quand le Barça fait des grands matchs, je dis que Lewandowski, certes, il a cette capacité dans les centres et dans les jeux de côté d'être un joueur qui peut te fixer deux joueurs par la tête et tout. Il est capable de faire ça. Certes, c'est un joueur quand tu as les longues balles. C'est un avant-centre classique. Il fait l'erreur de l'avant-centre classique. Ça, c'est parfait. C'est Lewandowski. C'est le meilleur avant-centre du monde en matière d'avant-centre. Mais le Barça a besoin de plus. A besoin d'un joueur comme Olmo, fond neuf. On voit cette palette technique que n'a pas Lewandowski. Et le pire pour le Barça, c'est que
il sort sur blessure Lewandowski, alors que tu pouvais le faire sortir, laisser Ferran jouer, il n'a pas beaucoup joué Ferran, et faire sortir Lewandowski, qui a beaucoup joué, qui doit se reposer. Et la charge à 37 ans, à 38 ans, c'est beaucoup, c'est pas la même chose qu'à 30 ans ou même à 20 ans, c'est pas la même chose. Mais tu as directement Olmo qui marque, sur une passe en profondeur de Rafinha. Puis derrière, tu as Rafinha qui égalise sur un centre de Lamine Yamal. Genre en 8 minutes, le Barça revient à 3-3. Et puis, c'est un match où c'était fermé, il n'y avait pas beaucoup de situations. Il y a la rentrée de Iago Aspas, qui est un joueur qui n'aime pas le Barça. Iago Aspas, on le sait, pour lui, c'est une affaire d'état de gagner face au Barça et de ne pas laisser le Barça gagner. Il rentre justement pour perdre du temps et tout. Je pense que c'était ça le problème du Celta. Cette entrée de Iago Aspas, ça fait du mal au Celta. Pas techniquement, pas dans le côté technique. Iago Aspas, c'est un capitaine, c'est le meilleur joueur peut-être de l'histoire du Celta. Moderne, de l'histoire moderne du Celta, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Mais il rentre et il commet le truc où l'arbitre siffle, il y a hors-jeu et tout. Il continue de jouer pour essayer de perdre du temps. Il fait un petit peu basculer le match dans une sorte de guéguerre avec Rafinha qui revient, qui prend le carton et tout. Et là, le Celta se sont déconcentrés. Le Barça était toujours concentré. Le Celta, ils se sont déconcentrés. Et derrière, t'as eu quelques occasions où il y a les attaquants du Celta qui sont pris au piège, où tu as le 2 et le Taroua, le numéro Taroua aussi qui vient, qui monte et qui commet une faute aussi qui est bête, et tu sens qu'ils étaient un petit peu, on va dire électriques, les joueurs du Celta. Et le Barça, ils étaient toujours concentrés. Et puis il y a cette balle en profondeur qui est donnée à Olmo, il y a pénalty assez clair et net. Moi, ce que je comprends plus maintenant, c'est que les arbitres ne prennent plus de décision. Parce que dans un match normal, il n'y a pas de VAR. Tu siffles le péno. Il était clair, le penalty. Non, il va pas siffler, il va laisser jouer. Et pour après revenir à la VAR et voir. Alors, sortez-nous de ces arbitres. Ils servent à rien, les arbitres. Ils servent à rien, les arbitres. L'hors-jeu, c'est la VAR qui décide. Tu peux siffler but alors que il siffle des fois hors-jeu alors qu'il n'y a pas hors-jeu. Les pénaux, des fois il les siffle, des fois majoritairement comme ce soir. Le penalty était clair et net. Le joueur frappe le pied de Olmo. C'était clair. On dirait que tu vois le contact. Tu siffles le pénal. Après, s'il n'y a pas pénal, tu vas à la VAR. Mais là, tu ne siffles pas et c'est la VAR qui t'appelle. Tu perds des points aussi pour l'arbitre. Parce que quand on parle d'arbitrage, on parle de points, on parle du fait d'être déjugé par la VAR ou bien accepter la décision soit accordée par la VAR. C'est aussi important. Mais pour moi, l'arbitre, c'est un arbitre qui est d'origine de Valence. Il y a un petit documentaire qui est fait sur l'arbitrage. Il était dans ce documentaire avec Sanchez. Pour moi, c'est l'un des pires arbitres espagnols. Voilà. Celui, Manzano, Laos, c'est un petit groupe d'arbitres. C'est des arbitres fanatiques, c'est des arbitres de club. Et le concept en Espagne, c'est le premier pays au monde qui a créé le concept d'arbitre consultant. C'est-à-dire que l'arbitre consulte les décisions des arbitres au cours de la semaine. C'est-à-dire qu'en fin de semaine, il y aura un arbitre qui va consulter les décisions des arbitres. C'est pas une commission, comme on le fait partout, c'est un arbitre. Et généralement, ces arbitres sont connus pour être des arbitres de clubistes. C'est des arbitres qui ont des clubs de préférence. Ça existe qu'en Espagne, ça. T'as un arbitre qui aime Bilbao, t'as un arbitre qui aime Madrid, t'as un arbitre qui aime le Barça. Ça existe en Espagne. Ça a été dit depuis des années et tout. Et cet arbitre, c'est un arbitre qui n'est pas vraiment à la hauteur, moi je pense, du match du début jusqu'à la fin. Parce qu'il tarde à sortir des cartons, il ne siffle pas des fautes valables, le péno il a besoin de la VAR, alors voilà. Mais, penalty sifflé, Rafinha qui prend les devants et qui met le 4e but. Voilà, 4e but, sans forward de Rafinha. On dit ce qu'on veut, Rafinha, peut-être il y a un petit coup de mou physique, peut-être tout ça. Mais quand il s'agit d'être décisif cette saison, dans tous les matchs que j'ai cités là, il était décisif. Même face à l'Atlético où il fait pas un bon match, c'est lui qui donne la passe décisive. Il te donne soit une passe, là il met 2 buts, passe décisive. Et les buts, ils sont du Taroua et du Kata Taroua. Et la passe décisive, c'est du Taroua à 2. Donc, c'est vrai que pour moi,
Olmo, par exemple, est tellement important dans sa entrée. Dans cette saison, c'est vrai que quand on prend le joueur qui change les choses, c'est Yamal. Voilà, c'est clair, net. Et on voit ce soir l'absence de Yamal et l'absence de Baldé. Et Baldé, le couloir où il n'y a pas Baldé, il ne se passe rien. Hein. Il ne se passe rien. Vivement qu'ils le récupèrent, les Barcelonais. Parce que s'ils ne le récupèrent pas face à l'Inter, ils vont se prendre du Dumfries des Marco. Ils vont se manger des patates. Hein. Voilà. Mais quand on parle du côté décisif, du côté constant, du côté statistique, du côté image forte aussi, le meilleur joueur de cette saison au Barça, c'est évidemment Rafinha. C'est une victoire extrêmement importante. Ça permettra au Barça de jouer face à Mallorca mercredi avec plutôt, ou mardi, je ne sais plus quand, je pense que c'est mardi, plutôt avec un peu plus de confiance. Demain, il y a le Real Madrid-Bilbao. Est-ce que le Real va réagir? Ça aurait été un grand coup pour le Real d'attendre une défaite aujourd'hui et de gagner demain. Et puis, il y a mardi ou mercredi, je ne sais plus quand, Real Madrid-Getafe. Real Madrid qui s'était passé à Getafe, un match exceptionnel. Ça va être une vraie bataille, une vraie boucherie. Et le Barça qui reçoit Mallorca. Mallorca qui a aussi un attaquant, Marouiki, qui est dans le même registre que Iglesias, c'est-à-dire qu'un grand costaud et qui va vite. Mais est-ce que dans le jeu, Mallorca est quand même dans la même dimension et la même dynamique que cette équipe de Celta? En tout cas, le Barça a besoin de faire un turnover. Et ils doivent, parce que mardi et mercredi, c'est vrai, il y a la Liga, mais samedi, il y a la Copa del Rey à Séville, le Real Madrid face au Barça. On va bien sûr pronostiquer ce match et revenir demain dans le débrief du Real face à Bilbao. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.